Bonsoir à tous. Le président Alpha Condé et les étudiants guinéens, il a reçu une délégation d'associations estudiantines. Elles sont venues présenter des excuses au chef de l'État. Le classement d'une ONG africaine contestée par le ministère guinéen des Mines, la Guinée 20e sur une trentaine de pays. Le classement pointe du doigt la politique minière nationale. La jeunesse chrétienne en conclave à Kindia, au menu de la rencontre, les problèmes dont elle souffre, les problèmes mais aussi des ébauches de solutions. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Le président Alpha Condé a reçu en audience des représentants de quelques associations estudiantines. Ils sont venus présenter des excuses par rapport au comportement de certains étudiants lors d'une rencontre au Palais du Peuple. Je vous propose d'écouter cet extrait du président Alpha Condé. Des conseils, il y en a eu entre le chef de l'État et les étudiants. Ces derniers, après avoir présenté des excuses, le président de la République, lui, a rassuré que la page est tournée. Maintenant, j'en viens aux tablettes. Nous avons dit qu'on va mettre des tablettes des étudiants, les plus performants, on va les donner, les autres, on va les vendre. Mais on n'a jamais dit en un an. Comment voulez-vous qu'on ait des tablettes à tous les citoyens guinéens en un an? C'était un programme sur plusieurs années. Et nous avons même dit mieux, nous allons faire un effort pour qu'on ait une usine de montage des tablettes à Mamou. Parce que pour le moment, on achète des tablettes en dollars. Donc ceux qui achètent plus cher. Si on fait montage à Mamou, on n'achète plus en dollars, on achète en francs guinéens. Donc ça permet de faciliter l'accession. Pendant qu'on est en train de négocier pour ça, vous créez tablette. Quand vous le faites à Gamal, ça me fait rire. Mais on ne peut pas se permettre, quand il y a des étrangers, le monde entier nous regarde, de faire de l'impolitesse. Mais j'ai dit aussi que les gens qui ont fait ça ne représentent pas les étudiants guinéens. Ça, je l'ai dit publiquement. Parce que c'est un petit groupe qui a été infiltré. Honnêtement, si je devais réagir, j'aurais limogé et le ministre et les recteurs. Si je devais punir, sincèrement. Parce que c'est qu'ils sont responsables. Parce que c'est eux qui n'ont pas organisé. Parce que si chaque université venait avec son recteur et on sait quel banc, s'il y a une pagaille, on sait quelle est l'université. On ne va pas s'en prendre à tout le monde. Donc ce n'est pas la responsabilité des étudiants, c'est la responsabilité des responsables. Et je l'ai dit à Hiro, je l'ai dit au recteur. Je suis un enseignant. Aujourd'hui, nous avons raté la première révolution industrielle. La Guinée est très en retard. Nous avons la quatrième révolution industrielle qui est l'économie numérique. Si nous mettons la quatrième révolution industrielle, nous allons rattraper tout notre retard. Bon, prenez quelque chose de très simple. Avant, pour téléphoner, il fallait tirer des câbles, avoir un appareil. Mais aujourd'hui, avec votre GSM, vous pouvez être n'importe quel de la Guinée, vous téléphonez, c'est-à-dire, c'est fini. Avant un ordinateur, il fallait avoir un ordinateur aussi gros, presque qu'une chambre. Aujourd'hui, avec votre processeur, vous avez tout. Donc, oui, donc ça veut dire que l'accélération de l'histoire et de la technologie fait qu'on peut aller très vite. Mais cela suppose qu'on maîtrise de nouvelles technologies. Pour cela, il faut deux conditions, l'énergie et l'éducation. S'il n'y a pas d'énergie, ça ne sert à rien parce que vous ne pourrez pas aller sur l'ordinateur, il n'y a pas d'énergie. Et deuxièmement, si vous ne maîtrisez pas les nouvelles technologies, comment vous pouvez avancer? C'est pourquoi c'est fondamental pour nous de changer complètement le système éducatif. Malheureusement, nous sommes de la culture française, avec cet art, c'est-à-dire on favorise ce qu'on appelle intellectuel, métier noble, c'est-à-dire droit, lettres, non pas manuel comme ingénieur, etc., mais ça ne nous amène nulle part. Et deuxièmement, le monde aujourd'hui est dominé par l'anglais. Si vous allez, tous les nouvelles technologies, à 80%, c'est en anglais. Malheureusement, il y a très peu de Guinéens qui parlent anglais. Moi, j'ai des problèmes parce que chaque fois, on m'offre des bourses. Dernièrement, la Chine vient de me demander d'envoyer des gens, par exemple pour le BRICS, mais parlant anglais. Quand la Corée du Sud me donne la bourse, parlant anglais. Quand le Japon me donne des bourses, parlant anglais. Au point que j'ai dit aux Japonais, mais l'anglais n'est pas la langue du Japon. Les Japonais disent oui, mais on parle tous anglais. Donc, ça, c'est le plus grand inconvénient. C'est pourquoi j'ai proposé au recteur dans les réformes qu'on commence à enseigner l'anglais dès l'école primaire. Donc, ensuite, l'université guinéenne est très en retard. Lorsque le roi du Maroc est venu en 2014, il m'a demandé si j'ai rencontré le directeur général d'enseignement professionnel. J'ai dit non. Il m'a dit, président, l'université forme des chômeurs, il faut favoriser l'enseignement professionnel. J'ai dit oui, majesté, vous avez raison, mais on a quand même besoin aussi, parce que les Marocains qui travaillent actuellement avec Boeing, quand même sont des grands ingénieurs. Et on était sur la route, on venait d'inaugurer l'usine de farine de Keneko.
il a dit se faire arrêter. Il dit, mais on ne peut pas s'arrêter, il y a beaucoup de monde. Donc quand on a arrêté à un carrefour, il n'y avait personne, il a fait arrêter la voiture, il a appelé le directeur du protocole. Est-ce qu'il y a un autre avion? Celui-là a dit, il dit, bon, faites descendre. Le directeur général d'enseignement professionnel était déjà dans l'avion pour partir. Il a fait descendre. Et je l'ai rencontré avec Damantan, ministre de la Production, à l'aéroport. On a discuté. Donc il a envoyé une équipe ici faire l'audit de l'enseignement professionnel. Il faudrait que je vous donne l'audit. Vous voulez être édifié. Quel est l'état de votre enseignement professionnel? Vous verrez. Mais je pense qu'on va distribuer. Parce qu'il ne faut pas cacher la vérité maintenant aux gens. C'est une honte quand on voit le diagnostic de l'enseignement professionnel. Heureusement, ils ne se sont pas arrêtés au diagnostic. Ils nous ont fait aussi des propositions. Ce qui nous a amené à lancer les ERAM qu'on est en train de faire actuellement à Boké, à Sigini, etc. et dans toutes les préfectures, c'est-à-dire un tout nouveau d'enseignement professionnel pour former réellement professionnellement des gens qui peuvent être dans l'économie moderne. Bon, ensuite, notre université. Je constate que les étudiants, chaque fois qu'ils doivent faire des concours, c'est lamentable. Mon ami Fokam, qui est directeur général d'Afriland Bank, a voulu nous offrir des bourses de master, etc. Mais quand ils ont fait des concours, il m'a dit, mais Alpha, c'est pas possible, vos étudiants, il faut voir une page, il y a combien de fautes, même une page, simple français. Donc, parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passe, donc j'ai mis en place un comité dit, il y a des enseignants, c'était dirigé par le secrétaire général Savané de l'enseignement de l'USTG, secondé par celui de la CNTG, il y avait des parents d'élèves, il y avait la société civile, il y avait les partis politiques, etc. Mais quand ils m'ont posé le bilan, j'étais malade. Quand j'ai vu le bilan, vous donnez le bac à des gens qui ont 7. Comment on peut avoir le bac à 7? Moi, je suis enseignant. Il ne faut pas avoir le bac à 7. Donc, pourquoi? Quand les ministres venaient, enseignement professionnel, ils créaient leur université privée, pour envoyer l'argent de l'État vers les universités privées. Les universités privées, ils donnent 16 en contrôle continu, même si l'étudiant est nul. Évidemment, quand il a 7, si vous ajoutez 7 à 16, vous avez plus de 10. Donc on dit, il est admis. Mais la conséquence, c'est que l'université privée, on peut parler des étudiants, c'est-à-dire là où il y a 16 000 bacheliers, il y en a 50 000. Mais les 40 000 là ne valent rien. C'était ça l'enseignement guinéen. Et ça, je l'ai découvert seulement. J'ai été surpris de voir, parce que je n'enseigne pas ici, qu'on peut avoir le bac avec 7. En France, on ne peut pas avoir le bac. Même quand vous avez 9, il faut que les professeurs se réunissent, qu'on utilise votre dossier pour voir réellement si on peut accepter que vous passez. Tout le monde ne peut pas passer avec 9. Il y en a qui passeront parce qu'on voit leurs notes, on voit leur culture, on dit, bon, lui, on peut le repêcher. Mais les autres, non, il faut qu'ils recommencent. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il y a des mesures qu'on va appliquer dès cette année, c'est-à-dire toute personne qui n'en a pas 10 au bac, il n'a qu'à avoir 19 au contraire qu'il n'y passera pas. Parce que ça ne veut rien dire. Parce que 19, c'est la comédie, c'est pour permettre... On a constaté qu'il y a prolifération des universités privées. Et il y a deux inconvénients. Premièrement, un professeur public ne doit pas enseigner dans le privé. Il peut faire la recherche, mais il ne doit pas enseigner. Déontologiquement, il lui interdit d'enseigner dans le privé. Or, la plupart du temps, ceux qui enseignent dans le privé. Donc, pour comprendre, nous avons décidé de faire la biométrie. Mais avant ça, on a envoyé l'huissier dans chaque université. Combien vous avez d'étudiants? Il dit par exemple 5 000, 6 000, 3 000. Bon, ici, l'huissier signe. Donc, on a sa déclaration. Maintenant, on envoie faire la biométrie. Mais celui qui dit qu'il a 10 000, on trouve qu'il a 5 000. On a même trouvé des universités qui ne sont pas ouvertes. Il n'y avait personne, eux ont payé. Mais non, mais donc, comment on peut accepter ça? Parce que ce moment-là, nous avons dit non, maintenant, on va payer à partir de la biométrie. S'ils veulent encore faire grève, en cas de descendre d'arriver, moi je m'en fous. Moi, je n'ai pas peur de mouvement, je suis étudiant, j'ai été contestataire. Comment on va m'effrayer par les mouvements de rue? On va m'effrayer, hein? Mais les Guinéens ne veulent pas qu'on redresse la situation. L'argent qu'on gaspille là peut nous permettre de construire des universités publiques au lieu de gaspiller. Hein? Malheureusement, le ministre qui était avant, j'ai reproché à Tiliwel, le ministre qui était avant lui a découvert qu'un des directeurs d'université avait détenu 30 milliards de l'État. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais Tiliwel, comment tu peux voir? Tu sais que ce ministre, ce directeur a détenu 30 milliards de l'État et qu'on doit le poursuivre, tu mets le pied dessus. Pourquoi? Oui, donc, mais parce que les universités privées aussi ne peuvent pas le faire sans complicité de l'État, de l'université publique, parce que si les ministres et les recteurs ne sont pas complices, ce n'est pas possible. Donc il y avait une chaîne de complicité qui a permis aux universités privées de continuer. Et la santé du gouvernement aussi est mise dedans. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons mettre de l'ordre.
Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, on va mettre de l'ordre. On va me faire. Vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre en fin d'édition dans la rubrique Info Plus. On reste avec le chef de l'État qui s'est rendu dans les marchés de Madina et Koléa. Professeur Alpha Condé voulait personnellement voir l'état de ces deux grands centres de négoce. Le président de la République envisage la reconstruction de ces marchés. Sanassi Keita. Le président de la République au marché Madina, précisément à Inipra. Inipra, où la route est occupée depuis plusieurs années par les femmes et transformée en marché. Et justement, c'est pour trouver un endroit adéquat, bref, un marché qui permettra sans nul doute à ces femmes vendeuses de produits de tout genre de pouvoir s'installer confortablement à l'image du grand marché construit aujourd'hui par le président de la République à Bonfi. Ces femmes se sont fortement réjouies de cette autre décision qui vient de prendre le chef de l'État en leur faveur. Décision qui consiste justement à faire la rénovation et l'extension de ce centre de négoce. Ce qui va permettre également à ces femmes de libérer complètement toutes ces emprises en vue d'une meilleure circulation routière. On va tout réaménager. Et il n'y aura pas ça ici. Le gouvernement prend tout. Ça appartient à l'État. Moi-même, je convoque ce matériellement. On récupère tout. Et on va aménager pour que le gouvernement va aménager. Juste après ces marchés Inipra, le président Alpha Condé s'est également rendu au marché Koléa. Koléa, où professeur Alpha Condé veut également soutenir ces femmes en leur construisant un marché moderne. Ici, ces femmes en effervescence qui vendent leurs produits à même le sol savourent ce désir de voir professeur Alpha Condé prendre toutes ces initiatives qui vont dans le sens du développement du pays. Le président s'est également rendu à la morgue de l'hôpital Donka. Il était profondément attristé par le décès de la mère d'un de ses proches collaborateurs, le docteur Ousmane Kaba. Professeur Alpha Condé lui a présenté ses condoléances et celles de toute l'équipe de la présidence. La défunte, Adja Bintou Kaba, a rejoint sa dernière demeure ce dimanche à Karfa Moria, dans la préfecture de Kankan. Ibrahima Keita. Adja Bintou Kaba n'est plus. La mère du docteur Ousmane Kaba, ancien ministre et fondateur de l'université Kofi Annan, a été rappelée à Dieu hier vendredi aux environs de 20h. Ayant appris la nouvelle, le président de la République, professeur Alpha Condé, a dépêché des émissaires avant de se rendre lui-même à la morgue de l'hôpital Donka. Professeur Alpha Condé est ainsi venu présenter ses condoléances à la famille déplorée. Ousmane Kaba a le bani. Ngana saya foke ka professeur la saya foke la se Karfa Muduyama kala se batema kala se kankama ka banka dina mo babe kofe ka saya foke Karfa Muduyama mo baya mo ba wana dandadia kondi do te dole adoke me anoro ya anka professeur la saya foke la sama afanye ko professeur Renato Kafamura kaluko kwanyen sabari na nara annane foli mun kala ali foli kosei donc ante baraba foli o kala professeur ka camera même pedo docteur Diané à la délégation bleu kabe adoke nala sayama alere naleori ante barata bo ulkan uldo maintenant sinate même konona voletre mobile la jabidi anale do men kala kalaka. Ici, des prières ont été dites pour le repos éternel de l'âme de Hadja Bintou Kaba. Direction Kindia avec le projet de registre social unifié. Plusieurs acteurs du ministère des Affaires sociales sortent d'une rencontre de travail. Ils se sont penchés sur la concrétisation de ce projet de registre commun. Il s'agit d'un répertoire de personnes vulnérables pour mieux orienter les dons. Mohamed de Camara. 5 jours ont permis aux acteurs de la protection sociale d'harmoniser et d'amender des méthodes et outils de ciblage en vigueur en Guinée. L'idée est de mettre en place un registre social unifié qui va servir désormais de boussole dans la prise en charge des personnes vulnérables. Nous avons la mise en place du comité technique et de suivi, la mise en place d'un plan de communication sur le registre social unifié, la conception et la validation du mécanisme de ciblage uniformisé, la mise en place du registre social unifié,
La mise en œuvre du registre social unifié. C'est l'extraordinaire participation de tous les acteurs. Donc ça veut dire que nous rentrons dans un processus inclusif. Et une fois le registre va être mis en place, il y aura l'enrôlement de l'ensemble de la population vulnérable. Avec ce registre social unifié, le ministère de l'Action sociale et ses partenaires comptent lutter efficacement contre la vulnérabilité et la pauvreté en Guinée. En mettant en place un registre social, cela va de soi parce que le registre va permettre d'identifier donc des bénéficiaires, c'est-à-dire des enfants les plus vulnérables, d'identifier les personnes les plus pauvres et donc mettre en place des services, notamment des services sociaux pour le bien-être des enfants, des femmes et bref de la population la plus vulnérable en République de Guinée. Permettez-moi de vous exprimer toute la joie que je ressens en cet instant. Les résultats auxquels vous êtes parvenus atteste avec suffisance qu'un important pas vient d'être franchi en faveur de la réalisation d'ici 2021 de l'un des objectifs stratégiques du gouvernement conduit par son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Le programme de registre social unifié va prendre en compte près de 6 millions de Guinéens considérés comme pauvres à la suite d'une étude mixte menée en 2012 en Guinée. En santé communautaire, le secteur va être réglementé. C'est l'avis de plusieurs cadres de la Direction nationale de la pharmacie et du projet SIAPS. Il s'agit in fine de voir comment promouvoir un système sanitaire plus proche des communautés. Et on a déjà quelques pistes de solutions avec la révision des ordinogrammes. Souris de Kera. En Guinée, les difficultés sont encore rencontrées dans la prise en charge de certaines maladies, notamment au niveau des formations sanitaires rurales. Pour remédier à ces difficultés, ces responsables de centres de santé du niveau central et déconcentré procèdent à l'amendement des anciens ordinogrammes des soins, des documents vieux de plus de 30 ans. Ces ordinogrammes ont même une portée politique. Les réviser aujourd'hui pour les conformer à la réalité et avec l'objectif de dynamiser la santé communautaire, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons atteint comme résultat. La santé communautaire est l'un des axes prioritaires du ministère de la Santé, conformément aux orientations personnelles du chef de l'État. D'où tout l'enjeu de ces documents de guide. La révision de ces ordinogrammes constitue donc un plus pour permettre à ces agents de mieux prendre en charge les patients et aussi de former et de suivre les agents de santé communautaire que nous comptons vraiment mettre en place dans toutes nos communautés. La dernière révision des ordinogrammes des centres de santé remonte à 1993. Cette autre révision a bénéficié de l'expertise d'une consultante ougandaise et de l'appui financier du projet SIAPS. J'ai beaucoup appris sur les ordinogrammes et je ne savais pas qu'est-ce qu'un ordinogramme. Et elle nous a beaucoup aidé à nous apporter beaucoup d'éclaircissements sur la prise en charge de certaines pathologies et même les médicaments utilisés. Lors de la révision de ces documents, les schémas de traitement de plusieurs maladies comme les infections sexuellement transmissibles, les douleurs thoraciques ou encore les amaigrissements ont été présentés aux participants. Projet dirigé donc par la pharmacie, par la Direction nationale de la pharmacie et le projet SIAPS. La Guinée, le classement de la Guinée en matière de politique minière fait débat. Récemment, une ONG a classé la Guinée 20e sur une trentaine de pays. Le ministre des Mines s'insurge et rejette ce classement. Pour lui, il ne reflète pas la réalité. Mamadou Alpha Baldé. Le rapport de l'ONG Natural Resource Governance Institute sur le secteur minier au centre d'une vive polémique. L'ONG classe la Guinée 20e sur 31 pays africains du sud du Sahara dont l'indice de gouvernance minière est évalué. La Guinée a une note de 38 points sur 100 possibles. Le ministère des Mines réfute le classement. Le rapport relève des choses, donne des informations que nous trouvons inexactes, informations qui influencent donc le classement de la Guinée qui a 38 points sur 100 et qui est 63e sur 89 pays, 20e sur 31 pays africains. Nous estimons par exemple que beaucoup d'efforts sont fournis dans le domaine de la transparence. C'est dit dans le rapport, mais insuffisamment dit. Il y a
l'application du code minier qui est tout nouveau. Une nouvelle loi s'applique progressivement. On ne peut pas nous dire que le texte du code minier n'est pas appliqué à ces jours. Le code minier est bien appliqué aujourd'hui dans les secteurs les plus importants que le pays connaît. Le même rapport indique que les sociétés minières ne sont soumises à aucun plan de gestion environnementale et sociale avant leur implantation. Du côté des responsables du ministère de l'Environnement, le démenti est catégorique. Et je précise que lorsque les rapports d'études d'impact environnemental et social sont soumis à l'autorité ministérielle chargée de l'environnement pour leur validation, il y a des enquêtes publiques qui sont organisées dans toutes les localités riveraines du projet afin de recueillir les avis des communautés riveraines sur l'atténuation de ces études des impacts environnementaux et sociaux et aussi la compensation éventuelle des biens et des populations affectées par le projet. Plus loin, l'ONG auteur du rapport polémique indique que la Guinée est le 4e réservoir de bauxite au monde avec 180 millions de tonnes, alors que toutes les études à date placent la Guinée au premier rang mondial. Pour éviter de tels incidents, le ministère des Mines et de la Géologie invite les ONG à toujours confronter leurs informations avant toute publication. Les changements climatiques, une préoccupation mondiale. Le gouvernement guinéen et le PNUD se mobilisent pour la recherche de financement. Récemment, plusieurs experts impliqués dans la lutte contre la dégradation de l'environnement étaient réunis pour étudier la stratégie à adopter. Explication, Nabi Kamara. Les phénomènes météorologiques devenus plus fréquents et plus dévastateurs affectent gravement les moyens d'existence des populations qui sont exposées aux variabilités et aux changements climatiques. Il faut agir efficacement pour sauver les vies humaines et limiter les dégâts collatéraux. L'objectif de ce projet est de faire en sorte qu'aujourd'hui, de façon instantanée, le public guinéen et tout le monde puisse disposer des informations afin de se protéger et afin de prendre les dispositions pour améliorer et de façon efficiente les activités économiques au niveau du pays. C'est dans ce cadre que se situent ces journées de concertation initiées par le gouvernement en collaboration avec le PNUD. Elles portent sur la mobilisation des ressources pour le climat en Guinée. Cet atelier est pour consulter les parties prenantes et les différents départements et également les organisations internationales sur un certain nombre de chantiers. Donc il y a un projet qui va s'intéresser au système d'alerte précoce, donc toute la question de collecter des informations, des relevés pluviométriques pour pouvoir faire des prédictions efficaces et de qualité, qui nécessite un maillage d'équipements, de stations météo à travers le pays. Les attentes, c'est que l'on puisse mobiliser le maximum de ressources dont notre pays a besoin pour qu'on puisse financer les projets aussi bien d'adaptation au changement climatique que des projets d'atténuation et de renforcement de la résilience au niveau de nos populations. En Guinée, entre 2012 et 2016, 120 cas de décès par foudre, noyade, déracinement de gros arbres suite aux vents violents ont été enregistrés. À Kindia se tient l'Assemblée générale des jeunes chrétiens. Plus de 100 jeunes venus des différentes paroisses du diocèse de Conakry échangent avec les autorités religieuses. Au menu de la rencontre, des questions liées à leur avenir. L'idée est de Monseigneur Vincent Koulibaly, évêque métropolitain de Conakry, qui veut écouter la jeunesse chrétienne battre en brèche ses propres problèmes. Valérie Talimané, Abraham Christophe Conté, Lansana Bissiri Bangora. À 135 km de la capitale Conakry, Kindia, la ville des agrumes, abrite le mini-synode des jeunes chrétiens. Une assemblée des jeunes du diocèse de Conakry convoquée par Monseigneur l'archevêque métropolitain Vincent Koulibaly. Durant 3 jours, plus de 1000 jeunes échangeront sur les sujets liés à l'épanouissement de la jeunesse, notamment les questions d'emploi et d'engagement dans les activités socio-économiques du pays. Monseigneur a voulu écouter les jeunes pour qu'ils lui disent un peu
ce qu'ils pensent de leurs propres problèmes. Qu'est-ce qu'ils proposent pour leurs propres problèmes? Et ensemble, trouver des voies et moyens d'endiguer ou d'éradiquer tous ces maux qui assaillent la jeunesse chrétienne, mais aussi la jeunesse mondiale. Cette rencontre de Kindia se veut un cadre idéal de libre expression des jeunes sur les différents problèmes qui assaillent cette couche. C'est pourquoi les autorités de la région administrative de Kindia saluent l'initiative de l'Église. Cette jeunesse doit être responsable, cette jeunesse doit être bien éduquée, cette jeunesse doit savoir que ce pays lui appartient. Donc comme aujourd'hui, cette rencontre s'inscrit dans ce cadre-là, notre devoir est de venir les encourager, les soutenir et leur dire que le gouvernement aussi les soutient. Pour ces jeunes, cette démarche devrait résoudre certaines inquiétudes d'une jeunesse aujourd'hui confrontée aux différents défis de la mondialisation. Après ce synode, pour ceux qui sont là et pour ceux qui ne sont pas là, vraiment, je les appelle à faire un changement de mentalité parce que maintenant, on ne reconnaît vraiment pas un jeune chrétien dans ses comportements. Donc, on doit changer. Ce mini-synode devrait aussi permettre aux jeunes de mûrir leurs réflexions autour de certains thèmes, comme le rôle de chaque personne dans la famille, ou encore comment susciter les initiatives de création d'emplois. Retour à Conakry, en plus bref et en images, l'opposition était en meeting à Kaloum sur le boulevard Tili Diallo. Vous apercevez les images à l'instant. 3 points étaient à l'ordre du jour. Il s'agit, je cite, du non-respect des termes du dernier accord politique, du chômage des jeunes et de la mauvaise gouvernance. Les forces de l'ordre ont quadrillé le rendez-vous pour la sécurisation de la dite manifestation. Le meeting s'est déroulé, nous apprendons, sans problème aucun. Aux États-Unis, l'ambassadeur de Guinée a rencontré récemment plusieurs jeunes de la diaspora guinéenne dans ce pays. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment l'immigration clandestine et le respect des lois du pays d'accueil. Un match d'amitié de football a sanctionné cette rencontre. Commentaire au Motouré. L'émission des nouveaux passeports biométriques et la question de l'immigration aux États-Unis d'Amérique sont des sujets du moment pour les ressortissants guinéens vivant au pays de l'oncle Sam. Au cours de cette rencontre avec l'ensemble des associations guinéennes, l'ambassadeur Mamadi Condé a largement échangé avec nos compatriotes. L'ambassadeur de Guinée à Washington a surtout mis en confiance ses représentants d'associations. La rencontre fait suite à une journée sportive et culturelle organisée à Columbus pour renforcer la fraternité et la solidarité entre les Guinéens. 12 États étaient en compétition dans ce tournoi, remporté par la jeunesse de la zone métropolitaine de Washington, Maryland et Virginie. Ces activités participent aux efforts de cohésion et de mobilisation de la diaspora guinéenne pour le développement socio-économique du pays. C'est la fin de cette édition d'information et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez suivre dans la rubrique Info Plus un large traitement de la rencontre entre le président Alpha Condé et les associations estudiantines venues lui présenter des excuses suite aux événements survenus pendant le forum des étudiants. Bonsoir.